10 milliards de dollars au budget proposé par le nouveau gouvernement de Sylvestre Ilunga pour l'exercice 2020, la gratuité de l'enseignement, disparition de la Tonov et la réaction de quelques militants de l'UDPS, ce sont les 4 points que nous allons aborder tout au long de notre entretien avec l'expert en développement et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il s'agit de M. Norbert Yamba. Oh, bonjour, messieurs. Bonjour. La gratuité de l'enseignement en RDC, est-ce que le gouvernement n'était pas pressé de programmer cette mesure? Un vrai leader, c'est quelqu'un qui rêve. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui part de l'utopie et qui voudrait avoir des ambitions de pouvoir réaliser au service de son peuple. Vous savez, le problème de la gratuité de l'enseignement est une disposition constitutionnelle, c'est une exigence constitutionnelle. Et donc, le président arrive, je crois qu'il était quand même nécessaire qu'il démarre avec ça, qu'il ait l'audace et le courage de démarrer avec ça. Vous savez que quand on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. Je sais que ça pourra susciter un peu de douleur d'enfantement, mais il faut y aller. On saura tirer des leçons, on saura faire des réaménagements, des réajustements, et on va avancer. Mais au moins que nous puissions poser un premier pas. Et je crois que le premier pas a toujours été le plus long. Et où trouver cet argent pour la gratuité de cet enseignement? Mais vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a 10 milliards de dollars qui sont des prévisions. Et puis bon, nous sommes en train de nous battre pour susciter l'intérêt des partenaires au développement. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons reçu des promesses fermes par rapport à ça, mais nous ne misons pas surtout entièrement pour ça. Nous croyons que le président de la République est en train de mettre en place des mécanismes de surveillance mutuelle pour permettre véritablement à ce que tout l'argent soit drainé dans les trésors publics. Raison pour laquelle vous avez la cellule de changement de mentalité, justement pour aider les Congolais à faire une déprogrammation mentale et s'engager résolument pour permettre à ce que le pays puisse avoir des moyens, au lieu de volatiliser autant de milliards toujours dans les poches des individus. Le président de la République est en train de travailler dans la perspective de mettre en place une agence de lutte contre la corruption. Il y a des réformes au niveau de la Cour des comptes, au niveau de l'inspection générale des finances, les cours et tribunaux, l'Assemblée nationale, le Parlement de manière générale, les assemblées provinciales. Donc les citoyens, la société civile, nous sommes en train véritablement de nous approprier du pays pour qu'on se surveille mutuellement, pour éviter le coulage, le sointage des recettes de l'État, de manière à permettre à ce que les besoins sociaux de base soient véritablement satisfaits. Et déjà, il y a revu à la hausse du budget. La question, c'est de savoir comment mobiliser les recettes. Mais comment mobiliser les recettes? Je vous ai dit que nous sommes dans une approche systémique. Nous connaissons que les recettes sont mobilisées au travers les taxes, les impôts, les services vendus, les produits vendus. Nous avons des minéraux, nous avons des entreprises publiques, etc. Il n'y a pas que ça. Nous avons nos partenaires qui nous aident. Vous savez, il y a pas mal de projets qui sont opérationnels dans notre pays. Il y a aussi des promesses fermes. Tout cela constitue véritablement la mobilisation. Mais écoutez, il faut faire attention. Lorsque nous parlons de 10 milliards de dollars, cela ne suppose pas que c'est ça véritablement le budget de la République dans son ensemble. Parce que, croyez-moi, notre pays est organisé à 3 niveaux de gouvernance. Vous avez le niveau national, le niveau provincial et le niveau local. Au niveau local, il y a les villes, il y a les communes, les secteurs et les chefferies. Et donc, à chaque niveau, il y a une personnalité civile. Et cette personnalité civile donne la possibilité à chaque entité d'avoir un programme, d'avoir un budget. Donc, le budget qui est présenté par le Premier ministre Ilunga, ce n'est pas un budget global. Parce qu'en réalité, ce budget n'a pas pris en considération les différents budgets des 26 provinces. Nous avons 26 provinces qui, individuellement, chacune dispose d'un budget. Et donc, il faut donc faire la sommation des budgets des 26 provinces, plus le budget
qui a été élaboré par le Premier ministre, etc. Et ça fait ce que nous appelons le budget consolidé. Le budget consolidé. Ben, le budget qu'on nous présente de 10 milliards, c'est un budget qui relève véritablement des compétences exclusives et partagées du niveau national. Mais il y a aussi d'autres compétences exclusives des provinces qui ne sont pas prises en considération par rapport à ce budget-là. Et le moment où on va rassembler tous ces budgets, ça va faire le budget de la République, on l'appelle budget consolidé. Parce que la loi de notre pays différencie, n'est-ce pas, les finances, n'est-ce pas, au niveau national et les finances au niveau provincial. Mais tout compte fait, on a la responsabilité de faire la sommation sur base des statistiques pour dire le Congo, pour 2020, dispose d'un tel budget consolidé, ce qui n'est pas encore fait. Mais il faut toujours considérer et comptabiliser tous les budgets de province. Si par exemple nous avons, le Lualaba nous donne par exemple 2 milliards, le Haut-Katanga nous donne 1 milliard, Kinshasa nous donne 2 milliards, le Congo central nous donne 1 milliard. On risque d'arriver jusqu'à 15 milliards, 16 milliards. Non, on peut arriver même à 20, oui, à 30 milliards. Oui, en 30 milliards. Nos provinces sont des pays. Vous vous rendez compte ? Pour y arriver, est-ce que la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics peut-elle aussi peut-elle aussi nous aider à améliorer ce budget? Mais c'est pourquoi je vous ai dit que le président de la République est dans une approche systémique. Au même moment qu'on a des ambitions pour satisfaire les besoins sociaux de base, c'est au même moment qu'on met en place des mécanismes de mobilisation pour éviter le coulage et le sointage de l'argent. Et la lutte contre la corruption va nous épargner des 15 milliards de dollars volatilisés chaque année, va nous épargner, et surtout que, bon, un panel de chercheurs disait, en réduction de la corruption en proportion de 30%, on peut avoir l'année suivante 55 milliards de dollars. Ça ne sont que des statistiques. Mais en réalité, lorsqu'on met des mécanismes de surveillance mutuelle où chacun joue sa partition, on aura beaucoup d'argent. Encore que nous avons aussi besoin que véritablement nos partenaires extérieurs nous amènent aussi leur contribution. Et je crois que 10 milliards ne sera pas une bonne représentation. Mais bon, écoutez, les gens en parlent, les gens en discutent. Je comprends que le Congo a 92 millions d'habitants. Les gens estiment qu'avec 10 milliards ou 20 milliards, ça ne représente pas grand-chose. Surtout que lorsqu'on prend l'Afrique du Sud, qui n'a que 52 millions d'habitants, dispose aujourd'hui d'un budget de 140 milliards. Le Nigeria, qui a 170 millions d'habitants, dispose d'un budget de 120 milliards de dollars. Le Gabon, qui n'a que 2 millions, dispose d'un budget de 16 milliards. La Guinée équatoriale, qui n'a que près d'un million, dispose de 36 milliards de dollars. Lors de la campagne électorale, le président de la République nous parlait d'un budget de plus de 80 milliards. Mais aujourd'hui, maintenant là, c'est 10 milliards. Est-ce que ce n'est pas un échec pour lui? Non. Peut-être que vous n'avez pas bien compris le président. Il a projeté son budget par rapport à 10 ans. Par rapport à 10 ans, nous aurons 86 milliards. Et le président a même précisé que ces chiffres sont donnés simplement parce qu'on n'y est pas encore entré pour fouiner dans les coins et recoins de la République pour voir véritablement quelles sont les opportunités et les possibilités nécessaires. Et quand on y entre, on peut aller au-delà. Mais dans les prévisions de son programme, de son offre politique, c'est 86 milliards divisé par 10. Donc quand on donne 7 milliards, 8 milliards... Divisé par 5. Non, j'ai dit ceci, 86 milliards sur 10 ans. Sur 10 ans. Il nous parlait plus de 5 ans. Non, c'est 10 ans. 86 milliards 10 pour ans. l'exercice. Je suis de l'UDPS. J'ai lu de fond en comble de A à B, à Z, ce programme. Je le maîtrisais. Et d'ailleurs, je suis parmi ceux qui le maîtrisaient bien. Et donc, je vous dis que c'est un programme de 10 ans, soit 43 milliards de dollars par chaque 5 ans. Ce sont des prévisions avant d'entrer au pouvoir. Maintenant qu'on est au pouvoir, nous avons compris qu'il y avait possibilité de mobiliser des moyens et qu'il faut mettre des garde-fous, il faut mettre des remparts pour arrêter le sointage et le coulage de recettes.
Et c'est le travail qui est en train de faire. C'est comme ça que je vous ai dit, nous avons déjà une coordination chargée de changement de mentalité. Nous n'avons que le Congolais, il faut le déprogrammer mentalement, il faut le décoloniser psychologiquement, mais il faut également mettre en place un organisme de lutte contre la corruption, une sorte de brigade qui va traquer véritablement les roublards, les profiteurs, les fraudeurs et les corrompus, les voleurs. Et donc, tous ces éléments faisant commune avec la réhabilitation des cours et des tribunaux, avec la réhabilitation de la Cour des comptes, réhabilitation de l'Inspection générale des finances, la restitution de la République aux citoyens, au travers de la société civile et responsable et très professionnelle, la police nationale, très regardante, l'Agence nationale des renseignements, chacun joue à sa partition, je crois. Les ONG droits de l'homme, les ONG de lutte contre la corruption. Et puis bon, voilà, donc cette répartition des rôles va permettre la performance de ces institutions et cela va nous drainer beaucoup d'argent et nous aurons véritablement à faire des allocations rationnelles. On sera au-delà sur 10 ans de 86 milliards tel que prévu par notre offre politique. Monsieur Norbert, parlons de la disparition de Natonov. Est-ce que cet accident relève-t-il la question sur la sécurité aérienne en RDC et sur les types d'avions qui survolent notre espace aérien? Oui, tout à fait, tout à fait. Il est normal qu'on interroge véritablement la sécurité aérienne. Parce que si, dans l'hypothèse où un avion, bien que loué, mais présidentiel, qui porte la logique du président de la République, disparaissent. Encore qu'un autre élément, c'est savoir avoir des outils nécessaires pour la rapidité dans la recherche. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser la Monesco, etc. Quand cela ne tienne, ça pose un problème de sécurité, c'est pas aérienne, etc. Ça pose un problème au niveau de l'aviation civile. Ça pose un problème au niveau des services qui sont concernés par rapport à cette question. Mais écoutez, quelque chose de malheureux, bon, ça nous permet véritablement de nous réveiller et de mettre en place des mécanismes qui permettent véritablement d'éviter ce genre d'accidents qui auraient pu emporter le Congo dans une situation grave, j'allais dire gravissime. Tout simplement parce que, imaginez-vous, c'est le président de la République, c'est le symbole, le numéro 1 qui est touché. Sa logistique est remise en question, mort d'homme, son chauffeur principal, l'équipage, etc. Mais ça, c'est grave. Comment c'est arrivé? Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est un problème politique? Jusque-là, nous n'avons pas encore de précision. J'adhère totalement à la vision, aux déclarations et à la prise de position de mes chefs du parti. Il y avait le président du parti, il y a le secrétaire général, tous se sont prononcés. Et moi j'ajoute en disant, voilà, attendons l'enquête qui va être menée et qui établira véritablement les causes profondes de cet accident. Et cela pourra se prolonger jusqu'au niveau d'établir des responsabilités. Monsieur Norbert, le vendredi, vous êtes cadre de l'UDPS. Il y avait des désordres au siège du parti où les militants réclamaient le départ de l'ex-président. Comment vous avez trouvé cela? Vous, déjà un parti au pouvoir, avec ce genre d'agissement, c'est bon? Vous condamnez l'acte posé par les combattants, oui ou non? Madame, par rapport à ça, je vous assure, moi-même, quand j'ai appris ça, j'ai sursauté. Et j'ai 2, 3, 4 minutes, je n'arrive pas à me contrôler. Parce que je me dis, mais qui est l'ennemi de notre peuple? Qui voudrait poser des actes incontrôlés, etc. Et puis finalement, j'ai eu conscience, je me suis dit, ben voilà, donc le président est là. C'est aujourd'hui plus que jamais. On a attenté à la logistique. Il faut éviter que ça nous arrive. Et donc, il faut mettre en place des mécanismes pour établir des responsabilités. Est-ce que vous condamnez l'acte posé par les combattants, oui ou non? C'est une émotion, d'une information qui survient pour un peuple qui a fait 37 ans sans être au pouvoir et qui s'est battu véritablement pour que le Congo fonctionne autrement. Et qui attend, je m'excuse beaucoup, qui attend que son président a connu un accident. Mais bon, quand les choses se sont cristallisées en termes d'explication, les autorités du parti ont recadré les choses et ont pris position. Et moi, je pense que tout le calme est revenu. Mais entendons, n'est-ce pas, les responsabilités au travers l'enquête qui est en cours, etc., qui nous permettra de consolider une conviction. Pour ma part, je ne saurais pas vous dire quoi, en dehors de prise de position de nos chefs hiérarchiques, et aussi
de l'enquête que nous entendons de tous nos voeux. Merci, M. Norbert. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur nos antennes. Au revoir.